Bah, nous en apprendre un peu plus sur le render script et puis je crois que tu vas commencer par un petit recadrage, c'est ça? Exactement, mais pas tout de suite. Faut que je le mette ça? Ouais, il faut que tu mettes. Hop, bonjour, enfin bonsoir. Je vais essayer de faire vite pour récupérer le temps. Les pizzas sont pas là, tu peux prendre. Oui, mais j'ai faim. Donc je vais vous parler de render script. Et alors ma première question c'est qui a déjà fait du render script? Ah, incroyable. Très bien. Ah mais c'est déjà bien. Et qui sait ce que c'est que render script? C'est bien. Alors donc on vous a présenté pour ce POG que je vais vous parler de render script pour vous montrer comment faire des animations 3D. Et ben je ne vais pas le faire parce que ça ne sert pas à ça. Pourquoi render script a été créé? C'était pour faire ce genre de choses, pour embellir Android. C'est-à-dire que l'iPhone était assez smooth. À l'époque d'Android 1.6, 2.0, c'était pas très joli. Donc ils ont cherché à l'embellir et donc à faire des live wallpapers. Et donc l'idée de render script est venue, c'est le live wallpaper. Alors je suis pas sûr que ça ce soit du render script, mais ça y ressemble. Et donc voilà, donc le premier objectif du render script c'était d'embellir Android. Et c'était une techno qui arrivait ensuite pour supporter la diversité des appareils. C'est-à-dire qu'à l'époque vous avez des appareils en OpenGL 1.0, en OpenGL ES 2.0, avec différents types de modules activés ou non. Donc c'était sur la mode du on écrit une seule fois l'application et on va pouvoir la faire tourner sur l'ensemble des devices disponibles. Alors je parle de diversité et pas de fragmentation, parce que l'avantage d'Android c'est la diversité. Et donc on pouvait faire tourner, l'objectif c'était de faire tourner sur n'importe quel GPU. Ça a été introduit en interne en 2.1, il me semble, à l'arrivée des live wallpapers. Et ça a évolué rapidement puisqu'ils se sont dit que c'était intéressant d'avoir un outil qui permettait une exécution optimale du code, quel que soit le device, quel que soit le GPU, quel que soit le CPU. Et donc, le fait que ce soit optimal, c'était important pour les calculs. Et donc, ils se sont dit tout naturellement que ce serait bien d'utiliser cet outil pour aussi faire du calcul. Et cette notion de calcul a été introduite en 3.0. Et c'est à ce moment-là que l'API RenderScript a aussi été publique. Donc maintenant, RenderScript, c'est uniquement pour les calculs. La partie rendue, en fait, a été supprimée en 4.1 avec cette petite deprecation note que je me suis permis de vous mettre, avec ce mot très intéressant, expérimental. Donc il semblerait que le moteur de rendu de RenderScript était expérimental, ce que bien évidemment on ne savait pas. Et donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous expliquer comment faire de la 3D avec RenderScript, parce qu'on ne fait plus de 3D avec RenderScript. Pourquoi? Pourquoi? On ne sait pas vraiment pourquoi. On sait juste que les développeurs d'applications pour faire de la 3D préfèrent OpenGL pour deux raisons. Une qui a été citée tout à l'heure par Sylvain, c'est que OpenGL c'est portable, ça va pouvoir tourner sur iOS. Généralement ceux qui font de la 3D ont des connaissances en OpenGL, donc il n'y a pas d'intérêt à partir sur un autre langage. Et aussi parce que si vous y connaissez rien, autant aussi partir sur OpenGL, même si c'est plus compliqué, au moins vous êtes sûr de pouvoir réutiliser cette base plus tard. Les développeurs internes aussi préfèrent OpenGL. Donc du coup, ils se sont dit qu'ils allaient abandonner RenderScript, au moins pour la partie rendue. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que les live wallpapers sont toujours en RenderScript. Mais ce qu'ils veulent plus, c'est supporter l'engine. Donc l'engine tourne toujours, mais il n'y a aucune garantie sur les API. Donc RenderScript, c'est un outil pour les calculs. Et même les gens du POG n'étaient pas au courant. Alors ça ne remplace pas du tout le SDK. Et ça ne remplace pas le NDK, parce que ça répond à des problématiques très spécifiques, qui sont le calcul et les performances. Le NDK, l'avantage du NDK, c'est que vous pouvez déjà recompiler du code C que vous avez déjà, et l'utiliser sur Android. RenderScript, ça va être uniquement pour faire du calcul, et avec de bonnes performances. Donc
Donc, quand ils ont développé RenderScript, ils sont partis sur 3 notions. La portabilité, donc ça c'était la notion de base, que ça puisse tourner partout. Donc c'est toujours vrai, c'est toujours portable, c'est-à-dire que quel que soit votre Android, du moment qu'il est supérieur à 3.0, que ce soit du x86, de l'ARM, qu'il y ait toutes sortes de GPU ou ce que vous voulez dedans, ça tournera. Sauf si c'est l'émulateur, parce que ce n'est pas supporté dans l'émulateur. C'est environ 45% du marché, et c'est un pourcentage qui augmente. Le deuxième pilier très important, c'était les performances. Donc c'était de pouvoir s'optimiser, en fait, quelle que soit l'architecture du CPU, le nombre de cœurs disponibles, les instructions disponibles, et aussi pour le GPU, c'est de pouvoir utiliser au maximum ces deux entités pour faire des calculs. Et aussi, on verra aussi que c'est extrêmement simple de mettre en place du RenderScript, contrairement à du JNI. Il va y avoir beaucoup de générations par le SDK de glue code, comme on dit, et ce qui va vous permettre, en quelques lignes, on va le voir, d'implémenter un script. Donc qu'est-ce que c'est que RenderScript? Je ne vous ai pas vraiment parlé de ce que c'était. C'est d'abord un langage, le C99, qui a été choisi parce que le C, c'est simple, tout le monde devrait savoir en faire. Et c'est un langage qui est bien aimé par la communauté scientifique notamment, donc aussi par les gens qui font du calcul et de l'OpenGL, mais on ne fait plus d'OpenGL. C'est beaucoup d'API de calcul, notamment de calcul de tout ce qui est trigonométrie, tout ce qui est calcul matriciel. Donc il y a des API pour ça. Et c'est des outils dans le SDK qui vont vous permettre de générer tout le code qui va vous permettre de très simplement l'implémenter. Donc RenderScript, comment ça fonctionne? Donc vous avez un fichier .rs, qu'on va appeler le script, même si ce n'est pas vraiment un script, mais vous avez votre code ici. Vous allez le compiler en fait en bytecode dans l'APK, donc il va être embarqué dans votre APK sous forme de bytecode. Il n'y aura qu'un seul bytecode pour toutes les plateformes, il n'y aura pas plusieurs .so ou quoi que ce soit, il y aura juste un seul bytecode. Et sur votre appareil, en fait, ce bytecode va être recompilé pour cette fois-ci s'adapter à votre plateforme. C'est-à-dire que si c'est du x86, ça va devenir un binaire x86, si c'est de l'ARM, ça va devenir un binaire ARM. Et comme ça, l'exécution, il va pouvoir aussi s'adapter à vos CPU, savoir les instructions qu'il y a, s'il y a du néon, s'il n'y a pas de néon, et ensuite s'exécuter au maximum sur l'ensemble de votre architecture. C'est comme ça que ça marche. Donc vous avez un code, du bytecode, à la fin du binaire, et c'est cette étape-là qui est importante, cette étape bytecode, qui vous permet au final de n'avoir qu'un seul, on va dire un seul code qui va s'exécuter et qui va pouvoir s'exécuter sur n'importe quelle architecture. Par rapport aux fichiers générés, ce n'est pas très intéressant comme tableau, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Quand vous créez un script.rs, vous aurez deux fichiers, donc le bytecode, qui va se générer d'en haut automatiquement, et un fichier qui s'appelle script.java, qui va représenter en fait votre script au niveau Java. Si vous définissez une structure, vous aurez aussi un objet Java qui va représenter cette structure. Si vous définissez un pointeur vers une structure, vous allez pouvoir, du Java, associer un objet, script.fieldStruct, à ce pointeur. Si vous déclarez un entier, vous allez pouvoir faire des getSet. Si vous avez une fonction, vous allez pouvoir invoquer directement la fonction. Donc tout ça, c'est généré automatiquement, vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous faites votre script, et de l'autre côté, vous êtes directement prêt à Java à l'utiliser. C'est là où c'est beaucoup plus simple, comme on va voir, à utiliser. Alors comment on va l'utiliser dans notre code? Donc là, ici, c'est notre application. Ici, c'est toutes les classes qui ont été générées. Ce que va faire la première chose que va faire votre application, c'est qu'elle va allouer une zone mémoire pour RenderScript. Votre script RenderScript, la seule chose qu'il peut faire, c'est lire et écrire dans cette zone mémoire. Il ne peut pas s'allouer automatiquement de la mémoire. Ce qui est bien pour nous, développeurs Java, parce qu'on ne sait pas gérer la mémoire, donc on ne va pas la gérer. Et donc, votre applicatif va allouer la mémoire, elle va la binder, comme on a vu, sur votre code, et ensuite, l'un l'autre vont pouvoir faire des lectures-écritures dessus, et évidemment, lancer des fonctions RenderScript. Donc on va l'utiliser comme ça va être allocation mémoire, écriture dans cette allocation pour mettre les différents paramètres, binding,
et ensuite exécution, et ensuite on va pouvoir récupérer le résultat. Par exemple, un exemple. Donc on va faire un exemple simple, bateau, mais qui est plutôt pas mal. C'est qu'on va appliquer un filtre sur un bitmap. Donc un filtre, on verra un filtre sépia, on s'en fiche. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va faire un ensemble de calculs, donc l'application du filtre, sur un ensemble d'objets, enfin d'items, qui sont des pixels. Et donc après, on pourrait imaginer d'autres choses. On pourrait imaginer que nos objets, ça va être des particules, et on va appliquer des forces dessus. Mais nous, on va faire ça, puisque c'est assez simple, et donc c'est assez bien pour se mettre en jambe. Donc c'est du calcul matriciel, hein. C'est un filtre qui est appliqué sur un pixel, enfin des couleurs RGB. Ça peut valoir 1 milliard de dollars de savoir appliquer des filtres sur des images. Donc attention. Donc on va voir comment on va pouvoir améliorer les temps de calcul de notre application. Directement du code. Donc c'est notre fichier RS, RenderScript, notre filter.rs. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire des headers qui vont définir certains paramètres de notre script. Donc on appelle ça des pragmas en RenderScript. On va dire que on utilise RenderScript version 1. Il n'y a qu'une version de RenderScript, mais on est obligé de le mettre. On va définir un package name. Donc ça c'est un peu important, ça va nous permettre de générer les classes, tout le code, dans ce package. C'est-à-dire qu'on lui dit, quand tu me génères des classes, tu me les mets là-dedans. Il y a d'autres pragmas que je n'ai pas montrés, mais qui vous permettent notamment d'inclure des optimisations sur ce que vous avez fait, et qui permettent de gagner en performance. Donc après, c'est à voir si votre code s'y prête. Là, on définit une matrice 3.3, qui va être notre filtre. Le filtre qu'on appliquera ensuite sur l'image. Donc ça, c'est le haut de notre fichier. On a une fonction init. La fonction init, il y a deux fonctions qui sont importantes en RenderScript. C'est la fonction init et une autre. Et là, on n'a pas grand-chose à faire. On va juste charger dans notre filtre la matrice identité, histoire qu'il n'y ait pas trop de problèmes si on ne définit pas de script ultérieurement. Mais vous pouvez initialiser tout un tas de choses ici. La deuxième fonction importante, c'est la fonction root. Donc ça, c'est la fonction importante de RenderScript. Cette fonction root, en fait, elle va être appelée sur chaque élément de votre, chaque élément de votre ensemble d'éléments. Nous, c'est chaque pixel de notre image va appeler la fonction root. Donc on a un pointeur en entrée, on a un pointeur de sortie. Donc ça, c'est notre zone de mémoire d'entrée, donc notre bitmap. Ça, c'est notre bitmap de sortie. Donc c'est un pointeur sur un pixel, c'est un pointeur sur un autre pixel, et notre but, ça va être de récupérer toute l'information qui est là et bien faire notre fil de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le pixel déjà. Donc on prend le premier, on prend le pixel pointé, on récupère le RGB, ça nous fait un pixel. Dans ce pixel, on va faire un RS matrix multiply. Donc là, on fait le calcul matriciel, c'est transparent. Ici, on va faire un clamp. Donc ça va nous permettre d'étalonner les résultats pour pas qu'il y ait des couleurs au-dessus, enfin des paramètres au-dessus de 255. Ensuite, on va récupérer l'alpha et on va transformer tout ça en huge, et on va récupérer le pixel pour le mettre dans notre pixel de sortie. Donc on récupère le pixel, on applique les différentes transformations et à la fin, on set up notre pixel de sortie. Et on a fini. Donc juste avec ces lignes de code, on a appliqué un filtre sur un ensemble de pixels. C'est beaucoup plus verbeux en Java. Si on a le temps, on regardera. Passons au Java. Donc là, on est dans notre code Java. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contexte RenderScript. Donc là, il s'appelle MRS. Je n'ai pas mis le type de l'objet, mais c'est un contexte RenderScript. Donc on le crée à l'aide d'un vrai contexte. Deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va créer notre script, enfin instancier notre script. Donc on fait un new script filter, qui est une classe qui a été générée. On lui passe le contexte RenderScript. On lui passe les ressources et l'ID en fait, de notre bytecode. Donc ça, on est obligé, parce que comme il génère tout seul le bytecode, il met ça dans raw, il faut qu'on lui passe aussi les ressources pour qu'il le retrouve et qu'on n'ait pas trop à soucier de ce qu'il fait avec. Donc on a créé notre script. Maintenant, on va allouer la mémoire. Donc là, c'est un peu verbeux. Donc on a une allocation mémoire d'entrée. On a une classe allocation et on va écrire
on va aller chercher create from bitmap. Donc on a un bitmap d'entrée qui est ici, que j'ai pas détaillé. Contexte, bitmap d'entrée. Après on lui dit un peu ce qu'on veut faire avec, mais ça je vous avouerai que j'ai pas trop touché à ce genre de choses, mais ça marche très bien comme ça. On va créer notre allocation de sortie. Et là, comme on est malin, on a une fonction createTyped, et donc il va faire la même. Donc il va nous créer une autre allocation de type bitmap, de la même taille, bien adaptée à ce qu'on veut faire. Là, on crée notre matrice Sepia. Donc M-matrice, elle est définie autre part, on ne va pas la voir malheureusement. Pourtant, elle est jolie. Mais ça va nous permettre de créer le matrix XF3F qui est un objet RenderScript, enfin des API RenderScript. Là, on va faire un set, comme on a vu tout à l'heure, sur la classe générée. On va pousser notre script notre matrix dans le script. Et au final, on va faire un for each route. Donc là, on lui dit, et ben maintenant, sur cette tu vas appliquer à chaque élément de cette allocation d'entrée la fonction route de ton script. Et à la fin, on va pouvoir récupérer, en fait, on va pouvoir recopier dans un bitmap de sortie ce qu'on a dans l'allocation de sortie. Et donc, bon là, c'est pas très beau, mais c'est quand même pas beaucoup de lignes. Et donc en tout, en gros, pour appliquer un filtre, on a mis une vingtaine de lignes. Ce qui n'est pas énorme. Bon, après, c'est un peu verbeux. Là, c'est de RenderScript 4.0, c'est encore un peu plus verbeux en 3.0. Mais ça tient déjà sur un slide, ce qui n'est pas trop mal. Enfin, sur 2 slides en tout. Et le résultat est là. Donc j'ai fait une petite application où on a donc l'image d'entrée. On va pouvoir appliquer 2 filtres, soit celui en Java, soit celui en RenderScript. Et donc là, on a notre magnifique image en sépia, avec un temps d'exécution qui est de 24 millisecondes. Je peux vous faire une démo. Si on a le temps. Très bien. Donc là, vous voyez, j'ai mon filtre.rs là. Donc là, j'ai tout mon code RenderScript. Alors comme vous pouvez voir, ADT ne supporte pas le RenderScript, donc il n'y a aucune coloration syntaxique. Il n'y aura aussi aucune... il n'y a pas d'outil en fait pour faire du RenderScript, il faut le faire un peu à la main et voir si ça compile derrière. On a ici notre bytecode qui est ici, donc on peut le regarder. Très bien. Et le plus important, c'est qu'ici, on a plein de classes générées. Donc on va trouver notre script filter qui est ici, donc qui fait plein de choses. On a aussi d'autres points D là, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, c'est les différents includes à prendre pour le script. Donc le filtre en Dalvik, c'est tout ça comme ligne. Ce qui correspond à peu près au même nombre de lignes qu'on a pu écrire en... Alors c'est peut-être pas super optimisé, hein. Si vous voyez une optimisation à la volée, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je base tous mes calculs là-dessus. Et donc notre application... Ah oui, alors RenderScript ne tourne pas dans l'émulateur, mais il tourne dans AndroVM, qui est un super émulateur pour Android. Donc là, j'ai lancé le script Dalvik. Ça a mis 1341 millisecondes pour faire le filtrage de l'image. Si on lance en RenderScript, ça va mettre moins de temps, mais ça va mettre beaucoup de temps aussi, puisque mon PC est un i3 tout pourri. On verra que sur un vrai device, les temps sont un peu plus corrects. C'est un peu long, désolé. Le code est disponible, donc si vous voulez aller voir ce que ça fait. Est-ce qu'il y a des librairies de filtres déjà existantes qu'on peut récupérer sur le net? Non, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas grand-chose sur RenderScript. Petite anecdote sympa. Ils ont sorti une version du SDK qui cassait RenderScript. Et je pense que je suis le seul à m'en être rendu compte 3 semaines après. Très peu de monde, à mon avis, utilise RenderScript, donc on n'a aucune librairie RenderScript. Donc un résultat un peu plus correct. On verra qu'on a des meilleurs résultats sur des vraies choses. Pour vous montrer un autre exemple, j'ai une application qui gère des particules. Alors celle-là, elle a comme particularité
c'est que elle appelle un script render script dans le script render script. C'est-à-dire que pour chaque particule, donc voilà, ça se montre ici, dans la fonction route de mon calcul de positionnement des particules, je vais appliquer une autre fonction qui s'appelle la physics, parce que mes particules interagissent entre elles. Et donc j'ai lancé un script render script dans un script render script, ce qui est possible, et ce qui notamment pour ce genre de problématique peut être utile. Donc on peut essayer de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça ne va pas donner grand-chose. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, il y a des particules. Merci. Donc là, c'est en mode normal, c'est sans appeler le script render script dans le script render script. Et si on change le mode, normalement c'est plus rapide, mais on n'a pas l'impression. Ça, je suppose que c'est parce que la partie graphique de render script qui est utilisée ici est deprecated. Si on augmentait le rayon des particules. Alors, il n'y a aucune notion de rayon dans mon code, c'est juste des particules. Mais Accrocher une image. alors non, en fait là elles sont accrochées à des points en fait, c'est juste un mesh de points qui sont dessinés. Mais c'est possible de gérer effectivement, enfin on peut leur mettre, après on peut dessiner ce qu'on veut. Hein. Enfin on peut plus dessiner ce qu'on veut puisqu'on dessine plus de particules en render script. Mais on pourrait très bien linker ça avec un rendu OpenGL. Donc quand même un peu de 3D render script qui marche toujours. Donc si vous avez fait de la 3D avec RenderScript, vous pouvez tout jeter. C'est pas un live wallpaper, mais il existe effectivement en version live wallpaper. Donc pour terminer, si j'ai du réseau, vous pouvez télécharger l'application et tester vous-même sur votre device s'il est 4.0+. Je suis désolé pour les autres. Non. Donc les résultats de tests que j'ai faits, donc je vais me mettre de l'autre côté. Donc là, il y a encore, je pense qu'en plus on peut aller encore un peu plus vite, mais j'ai pas utilisé tous les pragmas disponibles à ce moment-là. On voit qu'en moyenne, on a un gain qui va de 3,4 à 8,2. Du coup, c'est pas mal. Donc c'est sur l'application de fil, donc c'est très spécifique. Mais globalement, vous allez pouvoir avoir ce genre de gain avec du code plus ou moins optimisé Java sur du render script. Ce qui est intéressant, je pense que tout le monde ne le voit pas, c'est que ici, il y a un téléphone en x86. Et pourtant, ça tourne bien. Excuse-moi de t'interrompre. Juste une question. La Xoom et l'Intel, ils tournent sur quelle version d'Android? La Xoom et quoi? Et C'était l'Intel en 4.0 celui-là. Parce qu'il y a une update 4.0 et la Xoom c'était du 4.0. Tout ça de toute façon c'est 4.0 minimum. Après il y en a peut-être qui étaient dans des versions plus avancées. Bon, on a un gain qui est quand même assez conséquent. Alors en bref, c'est une bonne solution pour les calculs, uniquement, pas de 3D. C'est assez simple à mettre en place. Par contre, il faut trouver des idées. Et on n'a pas tous l'esprit bien fait pour trouver des choses à calculer. Mais on peut essayer de craquer des mots de passe, on peut essayer de faire du calcul distribué. On peut avoir des idées comme ça. Certaines personnes qui fait ProGuard voulaient aussi utiliser RenderScript pour optimiser certaines parties de code très spécifiques qu'il avait identifiées. Enfin, on peut essayer de trouver des applications. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été développées en tout cas. Et une petite anecdote, c'est qu'il y a 2 jours, il y a le site AnandTech qui a trouvé que dans la Nexus 4 et la Nexus 10, il y avait une librairie qui s'appelle OpenCL, qui va donc sûrement bientôt être disponible en JNI, qui est le standard pour les calculs. Et donc il n'y a rien d'officiel, mais peut-être que Google va rajouter OpenCL sur Android. Ce qui poserait un problématique pour RenderScript, c'est qu'il perdrait, parce que là c'est la seule manière de faire du calcul optimisé, il perdrait un petit peu. Alors je ne sais pas s'ils font de l'OpenCL pour ouvrir l'API ou s'ils font de l'OpenCL justement pour s'en servir derrière pour RenderScript. Mais bon, c'est une information. Ceci étant dit, RenderScript,
On avait l'impression qu'ils l'avaient plus ou moins abandonné. Cependant, à chaque release, ils sortent des nouveautés. Et ils font même des articles sur le blog, notamment il y en a eu un en janvier. Donc je pense que, quoi qu'il arrive, ils vont toujours le supporter. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Ouais. Et bien, l'avantage, c'est que vous n'avez pas trop à vous en soucier. Alors déjà, RenderScript, il ne tourne pas tout le temps dans le GPU, parce que c'est quelque chose de compliqué de faire des opérations génériques dans un GPU. Il tourne sur certains types de GPU, notamment les Mali. Ensuite, nous, le RenderScript est fait pour qu'on évacue un peu la notion de mémoire. C'est-à-dire que dans votre fonction, les paramètres qu'ils vous envoyez, ils seront disponibles, sans trop avoir à vous soucier où est-ce qu'ils sont, où est-ce que vous les avez mis. Il n'y a pas trop de notion de mémoire dans RenderScript. Ça ne répond pas à la question. Il y a une abstraction faite sur cette partie-là. Donc si vous voulez creuser, il faudra aller regarder de vous-même. Exactement. Alors la question c'était est-ce qu'on a les limitations en mémoire de Java dans RenderScript? Eh bien oui, on a les limitations de Java dans RenderScript, juste parce que l'allocation est faite en Java. De panachage? Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on peut bénéficier de Java et de RenderScript. Et bien là dans mon application là, qui est juste une application de filtre, j'aurais pu avoir tout un vrai truc autour avec du partage Facebook et tout. Il y a juste une partie qui était RenderScript. À ce moment-là j'instancie un script et je l'utilise. Donc c'est vraiment extrêmement bien intégré à Java. Il n'y a pas de... un fichier RenderScript tout seul ne sert à rien de toute façon. Et forcément derrière il y a du Java. Et il y avait une question qui était, peut-on faire tourner du RenderScript dans du C? Non, on ne peut pas. Parce que c'est à la machine virtuelle de créer les allocations mémoire. Et le script va ensuite tourner dans une machine virtuelle qui est proche de la Dalvik et qui n'est pas en dessous. Alors là, la question sur OpenCL, s'ils l'intègrent, et ça c'est encore hypothétique, je pense qu'ils vont l'ouvrir au JNI évidemment. Non, je pense qu'ils n'utilisent pas RenderScript. On pourrait le faire, ouais, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Par contre, on va en parler à DevOps pour ceux que ça intéresse de ce genre de choses. Donc le code est disponible sur GitHub, si vous voulez aller voir. Juste une petite précision, désolé, je vais vous laisser les questions, puisque de toute façon les pizzas ne sont pas encore arrivées, elles sont en parcours. Les deux présentations de nos deux Sylvains sont sur le site, on essaiera de les relayer un peu sur Google Plus et Twitter. Donc voilà, on essaiera même de faire un article pour résumer tout ça, et vous aurez la vidéo qu'on a filmée là-dessus. Je vais vous laisser reprendre pour les questions. Je voulais savoir à quel moment le bytecode RS s'est transformé en code par DT. Ok, alors ça c'est fait à la première exécution en fait. La première fois vous allez charger votre script. Alors les technos derrière c'est LLVM, c'est un truc assez puissant qui est utilisé par tout ce qui est, tous les nouveaux systèmes de calcul modernes, genre ISPC qui permet de faire ce genre de choses aussi. Donc c'est LLVM qui va compiler en bytecode. Et ensuite, sur le client, c'est aussi LLVM qui va prendre ce bytecode et le compiler en binaire, tout simplement. Et ça va être fait à la première exécution. Donc la première exécution, alors sur l'exemple que je fais justement,
je fais plusieurs passes, je fais 10 passes de filtre. Parce qu'il y a quand même un overhead pour passer les zones mémoire, et notamment la première fois pour compiler ce truc, qui n'est pas énorme. Et ensuite, tout ça c'est caché, et donc après vous avez plus à vous en soucier. C'est pas à l'heure de l'installation, c'est à l'exécution. Non, c'est à l'exécution. Alors peut-être que récemment ils ont changé ça, parce que je vois pas pourquoi est-ce qu'ils le feraient à l'exécution, alors qu'ils font plein de calculs à l'installation. L'utilisation de la virgule, tu le fais à l'installation. Oui, oui, alors c'était fait comme ça, peut-être qu'ils ont changé, ce qui serait pas bête, mais à l'époque c'était comme ça. C'était à la première exécution. Bien sûr, on peut. C'est un objet un peu comme les autres qui a son cycle de vie qui est celui de la classe générée. Donc vous pouvez très bien passer une autre zone mémoire, relancer le truc, pas de problème. Il y a le GNI. Bon courage. Bah, je suis sûr qu'il y a des librairies Java pour faire du traitement d'image. Il y a des librairies C pour faire du traitement d'image. Après, tout dépend de vos besoins. C'est à analyser. Hein. Faire du render script, c'est pas toujours, enfin, même rarement la bonne solution. Si vous avez déjà une librairie C qui fait du traitement d'image, autant l'utiliser celle-ci. Bah, le C, c'est performant. Après. Alors ça, c'est une très bonne question. Non, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Et à mon avis, RenderScript sera plus performant. Parce que contrairement au C, il va essayer d'optimiser pour la plateforme. Et surtout, il va gérer le multithreading. C'est-à-dire qu'il va gérer le nombre de cœurs. Parce qu'en C, vous allez pouvoir faire, mais ça va être à coder. Donc c'est un peu compliqué en plus. Alors que tout ça, le multithreading et l'adaptation à la plateforme en utilisant toutes les optimisations, c'est fait en RenderScript. Mais effectivement, c'est un test intéressant, que je n'ai pas fait, désolé. Mais je pense que RenderScript est plus performant, en tout cas sur cet usage. Ça, je ne connais pas cette technologie, désolé. Mais je regarderai parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'avant, de partir des scripts, on pouvait directement alimenter l'écran. Oui, bah on peut le regarder. Je vais y arriver. Là, dans les particules, en fait, elles sont dessinées. Ces particules sont dessinées à l'écran. Donc, notamment, ce qui va être... Donc là, on voit ce qu'on fait ici. C'est juste qu'on va... Là, je dessine sur l'écran. C'est-à-dire que je dessine écran black. Et juste ensuite, je dessine mon mesh qui sont toutes mes particules. Donc ouais, avant, on pouvait faire ça. Pourquoi ils avaient utilisé RenderScript, c'est qu'ils avaient une initialisation qui était beaucoup plus simplifiée par rapport à OpenGL. OpenGL, c'est 200 lignes de code pour rien afficher, juste pour l'initialisation. Et là, ils avaient simplifié ça en créant des objets, notamment pour les textures et tout ça, qui étaient déjà initialisés. Donc l'initialisation était beaucoup plus courte. Donc ouais, on pouvait dessiner. C'est ce que je vous ai montré ici. Ça, c'est dessiné en RenderScript. Hein. C'est une texture qui tourne. Et tout l'écran est dessiné en RenderScript. C'est AndroVM. Donc ouais, mais on ne peut plus. Peut-être avec FilterScript. Si je le retrouve. Juste, j'ai vu là dans le script que tu as écrit, il y a des paramètres in, il y a des paramètres out. Ouais. Est-ce qu'il y a des paramètres in out aussi? Ah non, pas du tout. C'est On est obligé à chaque fois de faire une copie mémoire de l'entrée vers la sortie. exactement. C'est comme ça que la discussion se fait comme ça, c'est-à-dire que déjà on bind ce qu'on veut dessus, les différents paramètres. On crée la zone mémoire, on initialise cette zone mémoire, on lui dit de s'exécuter, on attend qu'il finisse de s'exécuter, et ensuite on récupère la zone mémoire. On ne peut pas, par exemple, comme Bitmap, on peut pas montrer directement les destinataires, on est obligé de faire une copie. Oui.
Alors pourquoi on ne peut pas modifier directement le bitmap? Ça s'applique par exemple au système de particules. C'est là où vous avez un entrée et une sortie. Et tous les éléments de l'entrée, parce que pour le bitmap, non évidemment ça ne marche pas, mais pour les particules, tous les éléments de l'entrée ont un impact sur la sortie. Donc il ne faut pas les écraser à mesure. Et pour alors s'il y a une question sur qu'est-ce qui se passe quand on change d'activity et de fragment, bah, c'est un peu le même problème, c'est qu'on ne sait pas trop, il faut faire attention. L'appel est bloquant de toute façon. Donc, si quelque chose est détruit, tout est détruit. Tout est instancié en Java, donc il n'y aura pas de problème, le truc qui reste. On va prendre les 2 dernières questions et après on va conclure. Et bien justement ça on ne s'en soucie pas. C'est-à-dire on lui dit est-ce que moi je sais où est-ce que ça a été exécuté? Non. Je ne sais pas où est-ce que ça a été exécuté, et c'est justement la promesse de RenderScript, c'est-à-dire qu'on va dire, on va faire le for each route, et lui il va se débrouiller pour exécuter où il veut. Enfin où il peut surtout, parce que le GPU c'est pas souvent. Ah, alors, oui, pour 2 raisons. C'est que la version 3.0 est plus verbeuse en fait. Faut avoir une fonction qu'on appelle, qui va elle appeler le for each dans le script. Enfin, c'est juste parce que c'est plus concis en 4.0. Mais on peut faire exactement le même code en 3.0. Il n'y a aucune limitation, c'est juste qu'en 4.0 c'est plus concis. Puis 3.0, c'est pas beaucoup de devices. Une autre question là pendant qu'il est parti? Allez. Ouais.